Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Bourse, tous les jours de 17h à 18h en direct. On fait le point sur les marchés, des marchés toujours agités, bien sûr au son de ce conflit. Alors que faut-il faire? On va en discuter avec nos experts dans quelques secondes. Accalmie en tout cas sur les marchés. Le pétrole qui détend un petit peu peut-être des promesses d'accord. On verra ça dans un instant. En tout cas, que faire sur les allocations d'actifs? Elles ont été bouleversées depuis le début de la semaine. Alors comment réagir? On va tout savoir dans un instant. Et puis enfin, restez pour le dernier quart d'heure or et matières premières. On fait le point avec le pape des matières premières, Benjamin Louvet, en fin d'émission. Tout de suite, place à la pleine finance. Et pour démarrer ce Smart Bourse, comme d'habitude, on fait le point sur les marchés avec vous, Pauline Gratel. Bonsoir. Bonsoir. L'heure est au rebond pour les grands indices aujourd'hui. Oui, en Europe, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 rebondissent d'environ 1,5% au cours de la séance. Pareil pour le CAC 40 qui gagne plus de 1% à 8200 points, loin tout de même de rattraper les 5% perdus ce début de semaine. Accor qui a perdu 15% sur les deux dernières séances rebondit de 5%. Stellantis progresse du même ordre. Aux États-Unis, les indices sont dans le vert, en hausse de plus de 1% pour le Nasdaq par exemple. L'indice VIX de la volatilité cède plus de 10%. Pour revenir autour de 20, les investisseurs profitent de l'accalmie sur les prix du pétrole et du gaz. On se souvient que le baril de Brent s'est envolé de plus de 10% sur les 2 derniers jours. Oui, et donc aujourd'hui, la flambée ralentit avec un baril de Brent autour de 80 $. Les prix du gaz naturel en Europe cèdent 10% après son envolée. Selon le New York Times, des responsables iraniens auraient engagé des discussions avec la CIA pour examiner les modalités d'une désescalade. Selon des responsables américains, les doutes persistent quant à la sincérité de ces discussions, mais cette annonce contribue à apaiser les investisseurs à ce stade, même si on ne sait toujours pas si une résolution rapide est envisageable. En revanche, Pauline, en Asie, le rebond n'a pas été de mise. Oui, en effet, les places asiatiques n'ont-elles pas profité de l'accalmie? En Corée du Sud, on en avait déjà parlé hier, le Kospi plonge à nouveau de 12% en clôture, ce qui porte son repli sur les deux dernières séances à près de 20%. La devise a elle aussi plongé à son plus bas niveau en près de 20 ans. Les investisseurs ont délaissé les fabricants de puces, redoutant que le conflit n'entraîne un choc pétrolier. Au Japon, le Nikkei a fini en baisse de 3,5%. En Chine, le CSI 300 a cédé plus de 1%. Et à Hong Kong, le Hang Seng a plié de 2%. Alors, au-delà du conflit, on a surveillé quelques statistiques. La journée était chargée côté macroéconomie. Oui, en préambule du rapport officiel sur l'emploi du département du travail américain, vendredi, on a regardé aujourd'hui l'enquête ADP sur l'emploi privé américain de février qui montre que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu, avec 63 000 créations en février contre 50 000 attendus. Le chiffre de janvier a été révisé en baisse de moitié, passant de 22 à 11 000 créations. Toujours aux États-Unis, on a aussi regardé l'ISM Service pour février qui ressort à 56,1. C'est plus qu'attendu et plus aussi qu'au mois de janvier. En zone euro, on attendait aussi le PMI Service d'ailleurs. Oui, il s'établit globalement conforme aux attentes à 51,9. C'est stable aussi par rapport au mois précédent. En zone euro, toujours le taux de chômage du mois de janvier était attendu et il ressort à 6,1% de la population active. C'est légèrement inférieur aux attentes et inférieur également au mois de décembre. On fait le point également sur le marché d'échange et les matières premières. Oui, le dollar qui s'était renforcé en début de semaine cède légèrement du terrain aujourd'hui, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1650. L'or et l'argent rebondissent aujourd'hui, le bitcoin aussi et repasse ainsi le seuil de 70 000 $. On ouvre notre page macro avec les résultats de Dassault Aviation. Oui, notre page micro Dassault Aviation fait état de résultats salués avec un titre en hausse de 5% au cours de la séance. Les résultats sont clairement supérieurs aux attentes et les perspectives très encourageantes avec un carnet de commandes bien rempli. Dassault Aviation s'attend à livrer plus de Falcon et plus de Rafale que ce qui était initialement indiqué. L'entreprise vise ainsi des ventes records pour 2026. Depuis le début de l'année, le titre s'envole de 30%. Et enfin, c'est un ASMI qui
qui est en tête du stock 600. Oui, le titre gagnait 7% au plus haut de la séance. Le fabricant de semi-conducteurs dépasse les attentes avec un chiffre d'affaires de 830 millions d'euros au premier trimestre. ASMI relève également ses prévisions pour le deuxième trimestre et s'attend à encore plus de croissance sur le deuxième semestre. Demain, que va-t-on surveiller, Pauline? Demain, on attend les ventes au détail de la zone euro pour le mois de janvier. Du côté des résultats, on regardera ceux de Costco. Merci Pauline Grattal tous les soirs pour nous donner voilà, le là sur les marchés. Allez tout de suite, place aux experts dans Smart Bourse. Tous les soirs, en direct, 3 experts pour décrypter tout ce qui se passe sur les marchés. On est ravis d'accueillir Alexandre Taïeb. Bonjour Alexandre, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Gérant analyste chez Sycomore AM. Bienvenue à vous. À vos côtés, Sophie Chauvelier. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Vous êtes gérante allocation d'actifs chez Dorval AM. Et ça tombe bien, on a besoin de savoir si on modifie complètement notre allocation d'actifs. Enfin, il possède la boussole des marchés. Gilles Bazissière, bonsoir. Bonsoir. Le président d'Equity GPS. Voilà, un système qui permet de savoir ce qui va monter, ce qui va descendre, plus ou moins. En solde, c'est ça. Allez, Pauline vient de nous le dire, la place parisienne qui reprend des couleurs ce mercredi. Le CAC 40 qui affiche une progression de plus de 1%. Le rebond, après des pertes conséquentes, s'explique notamment par un recul du pétrole, combiné à des annonces de Washington pour sécuriser le trafic, peut-être pour participer à un accord. Sur la séquence, Sophie, je démarre avec vous. Sur cette séquence, effectivement, qui nous a tétanisé depuis cette annonce du début du conflit, qui a bouleversé les marchés. Comment vous l'analysez? Alors, la séquence dans son ensemble. Alors, on est... La configuration donc, du choc de cette guerre qui s'est ouverte entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Donc, c'est un choc d'offres sur le pétrole, avec une remise en question des approvisionnements. Donc on est vraiment, du point de vue des marchés financiers, dans la configuration la pire qui puisse exister, puisque l'incertitude. Bien entendu l'incertitude, mais c'est un choc qui amène une révision en hausse des anticipations d'inflation, et 2, c'est un choc qui, en dérivée seconde, amène une révision en baisse des anticipations de croissance. Oui. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit où se cacher. On n'achète pas des obligations, on n'achète pas des actions. Donc, dans cette toute première phase de la séquence, qui est le choc, c'est un désengagement. Une réaction épidermique, une réaction épidermique. Et on trie après. Exactement. Donc ça, c'est la réaction numéro 1. Donc on est vraiment dans une réaction très, très épidermique, vous l'avez dit, de réduction du risque dans les portefeuilles. On se couvre. Et puis on réfléchit à ce qu'on va faire, effectivement. Donc ça, c'est la séquence. Donc on rentre dans cette séquence-là, où nous, en tant que gérant de portefeuille, on regarde comment est constituée notre allocation, et on se demande, déjà, on observe si on résiste plus ou moins bien, et puis on réfléchit à comment on va pouvoir protéger le portefeuille si ça dure. Parce qu'au fond, la question numéro 1, c'est la durée. Oui. C'est-à-dire, on rentre dans un conflit, s'il est court, il n'a pas d'incidence sur la vie des entreprises, puisqu'en fait, c'est vraiment, il faut toujours se rappeler, sur les marchés, c'est de ça dont on parle. Donc Est-ce finalement, que ça a une incidence sur l'économie et en dérivée seconde sur l'activité des entreprises? Et donc, ça sera un épiphénomène. Donc, on n'aura pas particulièrement d'ajustement à faire. En revanche, si on rentre dans quelque chose de plus durable, qui amène en hausse les prix du pétrole, qui est quand même... nos économies sont très dépendantes de l'énergie, et avec une sensibilité plus ou moins forte en fonction des zones, puisque l'Europe est importateur net, l'Asie est importatrice nette, les États-Unis sont autosuffisants. Ça aussi joue aussi dans l'équation. Donc comment effectivement, et si ça dure, ça a donc des conséquences économiques, et là, il faut qu'on l'intègre dans le scénario. Donc là, aujourd'hui, on a des rumeurs peut-être sur une négociation ou une sécurisation de la manne pétrolière avec ce détroit d'Ormuz, qui est le point vraiment d'obsession des marchés. Là, on sent que ça se détend. Alors ça se détend, mais on n'a absolument aucune visibilité sur ce qui va se passer réellement, puisqu'il y a eu cette annonce, et puis juste derrière, l'Iran a dit que non, il n'avait pas pris contact avec la CIA. Donc bref, on est dans ce jeu d'information et de désinformation
qui crée de l'instabilité et qui effectivement crée ces mouvements assez erratiques, puisqu'en fait on parle de mouvements erratiques sur les marchés. Voilà, donc ce côté politique, effectivement, c'est le New York Times qui a rapporté que des responsables du renseignement iranien auraient pris contact indirectement avec la CIA, mais Téhéran a dénoncé un pur mensonge. Alexandre Taïeb, je voyais hocher la tête là, quand on discutait justement de la réaction déjà épidermique et puis du tri qu'il fallait faire. Votre analyse? Alors, c'est une analyse sur 3 jours, hein, quand même, donc c'est très court. Mais je trouve que même dans le choc, le marché s'est plutôt ajusté correctement. On a eu cette montée du prix du pétrole. Elle est justifiée si on estime que 15, 20, 25% de l'offre de pétrole va être bloquée à cause du détroit d'Ormuz. Bon, que ça passe de 60 ou 70 à 80, c'est pas complètement délirant. Sur les taux, on a reset notre scénario sur l'inflation, justement, dont parlait Sophie. Quand on regarde, même sur les taux courts, on attendait une Banque Centrale Européenne stable, avec peut-être une baisse de taux à la fin de l'année. On est passé d'une BCE à une BCE stable, avec peut-être une hausse de taux à la fin de l'année. Voilà ce que nous donnent aujourd'hui les prévisions de marché, en tout cas ce que je vois sur Bloomberg. Donc c'est un ajustement sur les taux, sur les matières premières. Les actions, ça a été un peu plus violent, mais les actions surréagissent quand même assez souvent, notamment la séance d'hier. Là, on a vraiment effectivement jeté le bébé avec l'eau du bain. Néanmoins, sur la première séance de la semaine, globalement, les secteurs défensifs résistent mieux que les secteurs cycliques. Les secteurs liés au tourisme, on parlait d'accord tout à l'heure, qui est quand même assez implanté au Moyen-Orient, baisse plus que les autres. Enfin, il y avait quand même une hiérarchie dans les variations qui était assez cohérente. La séance du lendemain était un petit peu Hier, c'était plus un sell-off. On se rappelle d'ailleurs que lundi, le marché américain n'avait pas du tout réagi. On était Absolument vraiment sur le pas. zéro, voire une légère progression. Absolument pas. Et donc, est-ce que ça veut dire, comme Sophie le disait à l'instant, que ça peut se décanter, effectivement, qu'on va avoir plus de visibilité, plus le temps va passer, plus on va voir les scénarios? Est-ce que c'est un scénario très court, donc épiphénomène et pas de propagation à l'économie mondiale, ou bien peut-être quelque chose de plus handicapant? Je vais faire une réponse entre deux, je suis désolé, mais j'aurais plutôt tendance à dire ça va se décanter. En tout cas, le marché va s'en accommoder. On parlait de la durée. Un conflit qui dure, c'est quand même celui de la Russie et de l'Ukraine. Le marché s'en est accommodé. Il n'y a pas eu de flambée majeure des matières premières agricoles, par exemple, qui sont quand même présentes en Ukraine. Donc, si ça reste comme ça, à un moment donné, le marché va s'y habituer. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça s'envenime, que ça escalade. Et c'est aussi une probabilité que l'Iran vise des installations spécifiques qui commencent à embêter sérieusement les États-Unis. Que ce soit, on parlait du pétrole, mais il y a aussi le gaz qui passe par le détroit d'Ormuz. 20 à 25% des échanges de gaz passent par là. On peut parler de l'eau, on peut parler de data center. Enfin, ils peuvent en frapper des choses. Donc, on n'a rien comme information, malheureusement, parce que c'est une guerre, parce que c'est un conflit, parce qu'on est au début. Donc, attendons de voir. Mais si ça reste à coup de quelques missiles par jour, pardonnez-moi le cynisme, le marché s'en accommodera à un moment donné. Très bien. C'est bien que vous parliez de ce conflit Russie-Ukraine. Enfin, bien, je ne sais pas si c'est bien sur le conflit, mais sur, en tout cas, la façon dont on réagit à chaque fois. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu sidéré à chaque fois que ça explose comme ça dans un coin du monde, qu'il y a comme cette propagation. Sidéré quand la Russie a envahi l'Ukraine, sidéré quand finalement Donald Trump décide d'appuyer sur le bouton rouge, de lancer l'opération, donc Epic Fury. On se trouve un petit peu... encore une fois surpris, alors que, très sincèrement, quand on voit les porte-avions qui commencent à naviguer, une armada qui se met en place, en général, c'est pas pour de l'esbrouf, Gilles Badissire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce saisissement qui survient? C'est une réaction, c'est une fonction de réaction d'une partie de la communauté qui fait le marché par ses transactions, et de façon secondaire par ses commentaires, de façon première par les transactions. Donc, et les marchés, les évolutions des cours, elles proviennent de flux de transactions à la marge. Nécessairement, chaque jour, ils se traitent, par exemple, en moyenne 0,3% du capital des sociétés cotées. Donc, c'est pas grand-chose par nature. Et donc, et pourtant, ça fait des grandes variations. Bien sûr, mais parce que justement,
à partir de 0,3-0,4% déséquilibré dans un sens, ça vous fait des variations importantes. Donc le marché, le mark-to-market à très court terme, le marché est un mécanisme à vibration et à volatilité plus ou moins importante, selon des bandes plus ou moins importantes, selon les événements et selon l'ajustement de la frange des investisseurs qui doit s'ajuster à un nouvel événement. Alors, il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas à s'ajuster parce Comme que qui ils ont fait leurs calculs, Ouais. leur risk management est bien fait, ils n'ont pas de levier excessif ou de surexposition excessive sur tel ou tel facteur d'évolution de marché, pas seulement secteur ou pays. Et en tout cas, eux et leurs clients finaux sont d'accord pour supporter un risque donné, y compris avec ces vibrations et ces variations à la hausse ou à la baisse. Par contre, vous avez une partie des acteurs des marchés qui peut être prise à dépourvu, soit parce qu'ils auraient intégré excessivement de leviers dans leur stratégie, au fur et à mesure, et ça, c'est une stratégie momentum excessive, où on va se focaliser sur des titres, des valeurs, des secteurs, des géographies qui performent très très bien. Une fois qu'elles ont performé, tout le monde vous explique pourquoi elles ont performé et pourquoi elles doivent continuer de performer, ce qui continue un temps nécessairement. Et donc ça peut entraîner des positions excessives ou du levier. Et là, quand c'est pris au dépourvu par des mouvements d'actualité objectivement contraires, Oui. qu'il faut intégrer, l'excès de risque doit se résorber. Et là, on vend à n'importe quel prix. Donc choc exogène, appel de marge, évidemment ça coûte cher d'être dans le mauvais sens avec cet effet de levier, et donc on coupe rapidement et ça amplifie effectivement ces pertes pour ceux qui sont positionnés. Certains nous disent néanmoins ça peut être une opportunité d'achat. Goldman Sachs estime qu'une correction des indices actions pourrait constituer une opportunité d'achat avec un risque relativement faible d'un marché baissier plus long et plus profond. C'est vrai que ça rejoint l'adage bien connu, on achète au son du canon. Sophie Chevalier, qu'est-ce que vous en pensez? La logique sous-jacente, dire ça renvoie à la situation qui prédate le choc. C'est-à-dire que la situation qui prédate le choc, c'était un environnement plutôt favorable pour les actifs risqués, mais à une relative maturité du cycle boursier. C'est ça. Mais il y a aussi beaucoup les investisseurs étaient aussi assez chargés, on va dire. Bien sûr. Donc, tout le monde était positif sur le scénario. Croissance, inflation. C'était dans les prix, pas mal dans les prix, avec des perspectives qui, étaient porteuses, donc personne ne prend. Donc, un positionnement assez important, un optimisme marqué des investisseurs, des valorisations moins favorables, mais un environnement qui reste porteur. Et dans cette situation-là, effectivement, toute respiration est bonne à prendre. Donc c'est la logique du raisonnement de Goldman, c'est de dire, moi, ma configuration économique, tant qu'elle n'est pas modifiée par le choc, alors il chiffre, Goldman Sachs chiffre le coût économique. Donc tout décalage durable de $10 du pétrole, ça coûte grosso modo 0,2 points de PIB à l'Europe, par exemple. Donc on peut le chiffrer, effectivement. Maintenant, si ce mouvement est extrêmement ponctuel, bien entendu, l'impact économique est inexistant ou quasi inexistant. Et donc, c'est une opportunité d'achat. Parce que si fondamentalement, on était positif sur le setup croissance-inflation, et donc sur les perspectives des actifs risqués, s'il y a un retracement du fait d'un choc exogène court, il faut acheter. Donc la logique, elle est... Et eux ne réviseront pas leur position tant qu'ils ne seront pas amenés à réviser leurs perspectives de croissance et d'inflation. Oui. Donc pour eux, à court terme, c'est une opportunité. Voilà, c'est logique, c'est très simple. Le problème, c'est à quel moment on se remet dans la barque, si tant est qu'on a pu alléger ses positions au bon moment. Je dirais que c'est un problème fondamental, c'est-à-dire que nos clients, en moyenne, sont plutôt averses au risque. Donc nous, effectivement, on est dans une situation où il faut déjà avoir fait un bon travail de diversification en amont pour absorber avec une douleur limitée, ce choc. Et effectivement, si ça dure un peu, on peut être en position de ne plus pouvoir soutenir la pression.
si ça ne dure pas. Tiens, question, est-ce qu'il y a eu davantage d'appels, des gens inquiets, justement, qui vous demandent, ou est-ce qu'il faut communiquer en amont sur ce genre de choc, justement, dans vos gestions respectives? Pour notre part, on va communiquer pour faire un état des lieux, pour expliquer aux clients dans quelle mesure ça impacte ou pas nos allocations, le type de mouvement qu'on a pu mettre en œuvre pour s'adapter, les mesures de contrôle du risque éventuellement qui ont pu être ajoutées. En tout cas, juste pour expliquer que on remplit le service pour lequel on est mandaté. C'est-à-dire que effectivement, on suit ce qui se passe, on s'adapte. Puisqu'en fait, notre métier, c'est un métier d'adaptation. Donc, on suit ce qui se passe, on s'adapte et on va s'ajuster en conséquence. Et donc, on communique avec eux puisque c'est ce que nos clients, effectivement, attendent. C'est ce qui les rassurera. Il y a un pilote dans l'avion, ou au moins Exactement. le capitaine reste à la barre, sauf qu'on est passé la semaine dernière, même sur ce plateau, on parlait effectivement de votre scénario un petit peu, le scénario principal, un peu boucle d'or, voilà. Croissance, peu d'inflation, les banques centrales qui continuent à baisser, donc des multiples qui pourraient s'attendre. Et tout à coup, on a la tempête, mais d'un coup d'un seul. Alexandre Taïeb, même question, comment on rassure dans ces cas-là ses clients, peut-être certains qui vous appellent, qui sont inquiets? Alors, c'était relativement facile d'arriver dans 2026 en disant les marchés sont déjà un peu hauts, on peut être autour de la neutralité, voire légèrement sous-pondéré. On avait fait une bonne année 2025, donc les clients pouvaient comprendre ça. Moi, je travaille avec des clients dédiés, ils l'ont très bien compris, on était un petit peu en dessous de leur point d'équilibre. Alors effectivement, on a laissé passer une partie de la belle hausse de janvier-février, mais on en a pris une partie, donc ça leur allait bien aussi. Et donc, on arrive déjà un petit peu couvert. Alors, on n'avait pas du tout prévu le conflit. Alors, il y en a eu beaucoup. Il y a eu le Venezuela cette année. Les menaces sur le Groenland, c'était cette année aussi. Puis là, maintenant, il y a l'Iran. Donc, on n'avait rien prévu de tout ça. Mais, comme le disait Gilles tout à l'heure, vis-à-vis du client, l'important, c'est de gérer son risque. Et on arrivait confortablement, j'allais dire, au moment de ce conflit, on était assez confortable sur notre performance et sur notre prise de risque. Donc, on n'a pas eu d'appel de gens inquiets, ni sur les fonds ouverts, ni sur mes fonds dédiés en l'occurrence. Mais on a été proactif, effectivement. Comme tout le monde, j'imagine, autour de la table, on a communiqué sur le sujet peu, parce qu'encore une fois, on en sait peu et on communiquera plus quand on en saura plus. Donc, on ne dit pas n'importe quoi. Mais voilà, l'idée, c'est de montrer, c'est comme ça qu'on rassure, c'est de dire, bon, on avait déjà préparé le terrain avant, on continue de le préparer maintenant. On a peu bougé, en tout cas pour notre part, on a peu bougé, mais on a quand même un peu bougé, c'est-à-dire ne serait-ce qu'augmenter la poche de cash de 2 à 5%, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va. Ça peut être une année 2022, si c'est à nouveau un conflit Russie-Ukraine dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, on prépare le terrain, mais on ne fait surtout pas paniquer, ni on n'essaye pas de s'inquiéter outre mesure. Pour l'instant, c'est un choc exogène qu'on considère être de courte durée. D'accord. Et on ne profite pas peut-être d'une baisse comme hier, un sell-off un petit peu massif sur toutes les classes actives pour se dire, bon, là, le marché exagère. C'est une excellente question, et ça, effectivement, on l'a eu. D'ailleurs, c'est assez drôle. C'est-à-dire que le client appelle plutôt pour demander s'il faut acheter que s'il faut vendre. On l'a eu. Ma réponse à ça... On comprend que si vous êtes resté cash, on lit entre les lignes, ou un petit peu plus cash que le marché, les gens se disent, bah là, finalement, voilà, s'il y a quelque chose, s'il y a les soldes, finalement, qui intéressent pour quelle que soit la raison, il faut en profiter. Absolument. Et d'ailleurs, on a vu, excusez-moi, je précise, mais pour ceux qui ont juste un petit peu de mémoire, un an, l'an dernier, on a eu, on se souvient, en début d'année, DeepSeek, le moment DeepSeek, vous vous souvenez, où toutes les valeurs avaient plongé. Et les investisseurs particuliers ont répondu, ils étaient au rendez-vous, ils se sont rués sur la tech et ça a bien marché. Oui. On a eu Liberation Day, c'était aussi un choc qui a surpris tout le monde, alors que c'était annoncé. Malheureusement, M. Trump a dit a fait ce qu'il avait dit. Et c'était plutôt pas mal. Donc on se dit, dans ce conflit, est-ce que c'est de la même nature ou est-ce que finalement, il faut attendre un peu plus les développements? Mais j'ai envie de répondre qu'il faut attendre un peu plus dans le sens où, encore une fois, ça fait vraiment 2 jours que le marché réagit là-dessus. Donc c'est tôt. Historiquement, les conflits où les États-Unis ont été impliqués, on a quand même une baisse relativement importante. Et derrière, effectivement, ça repart assez vite. On récupère assez vite. Donc, on va pas trouver le point bas, mais on va quand même essayer de s'en approcher. Je trouve que là, c'est encore un peu court. On le voit, la hausse d'aujourd'hui ne compense pas les baisses des 2 derniers jours. Donc, c'est peut-être une respiration dans un mouvement de baisse un peu plus prononcé. D'accord. 41 jours, j'ai vu cette statistique, lorsqu'il y a des conflits, sur le Dow Jones en tout cas, pour revenir effectivement au point zéro. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue de nos clients,
il faut les rassurer parce qu'il faut éviter les phénomènes de vente panique. Ouais. Et puis les pertes de saloon aussi, c'est-à-dire revenir dans le La dans le vente marché panique, c'est la porte saloon assurée. alors qu'on n'est pas encore à la fin de la purge. Gilles Badissire, vous qui détenez la boussole des marchés avec ce fameux equity GPS, est-ce qu'il y avait des signaux faibles ou sur certaines valeurs, des choses qui vous avaient alerté en amont? Alors au global, donc nous on suit plus de 8000 valeurs, 95% de la capitalisation boursière mondiale, selon 15 critères objectifs qui ont tous un effet compréhensible sur l'évolution ultérieure des cours. Donc on peut très bien identifier les poches de marché, les secteurs, les valeurs, les pays, les thèmes qui nous paraissent, qui sont objectivement en fonction de notre méthodologie, Oui. chers et dont la dynamique des perspectives serait détériorée. Et en règle générale, quand c'est cher et que la dynamique des perspectives spécifiques à ces poches, à ces valeurs sont détériorées, on peut avoir des alertes négatives. Alors, voire des alertes. À l'inverse, on a toujours aussi, comme on suit 8000 valeurs dans le monde, on a toujours des valeurs qui sont à la fois peu chères, donc attractivement valorisées, et dont la dynamique des perspectives est bien orientée. Si on rajoute à cela quelques autres filtres et paramètres, on peut assez facilement arriver à une forme de construction de portefeuille adaptée à un besoin du client final. Donc nous, on fait que de la recherche et et nous ne sommes pas des gérants. Donc on a toujours des idées à l'achat, toujours des idées à la vente, et puis par définition, on peut aussi agréger l'ensemble de nos signaux bottom-up au niveau mondial, à un niveau géographique, à un niveau sectoriel, pour identifier ce qui nous paraît mieux que d'autres, en incluant également, bien sûr, la notion de risque au global. Donc, au global, pour répondre à votre question en synthèse, on avait 1,2 sur 10 sur le marché mondial des actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché mondial des actions est valorisé de façon aussi peu attractive qu'il ne l'a été que dans 12% des cas du temps depuis 2008. Donc c'était franchement pas génial. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on a 10 sur 10 après cette petite baisse? Pas du tout. On a toujours un rating global faible. D'abord parce que ça ne peut pas changer en 3 jours de façon très importante. Ensuite, les cours ont baissé, mais il y a certains éléments comme les anticipations d'inflation, comme les taux que nous regardons également, ou comme la dynamique des perspectives des entreprises, de certaines perspectives de certaines entreprises dans certains secteurs qui se détériorent. Et donc, au global, on n'a pas franchement d'amélioration énorme au niveau du marché mondial. Mais ça cache... C'est peut-être pas encore le moment d'y aller, du coup, si on a pas des améliorations fantastiques. Est-ce que, pour préciser, on a vu clairement les gagnants, les perdants. Tourisme, compagnie aérienne, les banques, d'un côté, voilà, pour faire rapide, et puis les valeurs de la défense, certaines valeurs de la consommation qui résistaient. Est-ce que c'était déjà des signaux faibles? Parce que c'était déjà clairement dans les secteurs risqués avaient des secteurs qui avaient, au niveau mondial, mais au niveau européen, US ou asiatique, les secteurs risqués avaient des ratings plus bas que les secteurs moins risqués. Et quand on a un secteur peu risqué qui a un rating correct, et quand on a un secteur très risqué qui a un rating plus faible, je dirais que le choix, il est relativement simple. Alors attention, ce n'est pas des choix binaires. Bien sûr, les investisseurs, eux, calibrent ça dans des portefeuilles en regardant la corrélation future entre toutes les valeurs, en mesurant le bêta moyen du portefeuille, leur tracking error par rapport à leur benchmark, etc. Après, ils font leur voilà, donc ça se traduit par un peu plus de ceci, un peu moins de cela, ou plus de ceci ou plus de cela. Mais oui, c'était clair, et ça n'a toujours pas changé. C'est-à-dire que les secteurs visibles nous paraissent encore plus attractifs que les secteurs plus volatiles. Sophie Chevalier, on va discuter évidemment de l'allocation d'actifs. Alors, vous allez venir peut-être un petit peu tôt pour complètement modifier, mais c'est vrai qu'on
On avait quelques craintes sur ce marché, vous l'avez dit, hein, Gilles vient de le dire, le confirmer également, assez cher, voilà, même s'il y avait des bons éléments macroéconomiques. Est-ce que l'allocation d'actifs est bouleversée? Est-ce qu'on la modifie en cours de route en ce moment, ou est-ce que juste on allège par prudence? Alors, nous, dans nos allocations d'actifs, on a par principe donc un moteur, qui est le moteur des actions. Et puis après, on va utiliser des actifs de décorrélation ou de couverture. Donc, dans la question qu'on va se poser, c'est pas tant sur un choc de court terme, c'est pas tant une modification du moteur, puisque le scénario sous-jacent qui avait amené à la construction du moteur à court terme n'est pas modifié. Mais c'est dans cette partie couverture et décorrélation, est-ce que finalement cette partie nous protège bien par rapport à ce type de choc? Et donc ce qu'on va chercher, c'est des solutions qui vont être relativement asymétriques. C'est-à-dire que si on modifie quelque chose, c'est parce qu'on trouve un actif qui, si ça s'améliore, ne nous coûte pas trop cher, et si ça se détériore, va nous protéger beaucoup. Donc c'est ça qu'on va chercher. C'est vraiment la réflexion, c'est les 2 derniers jours, c'est là-dessus qu'on a réfléchi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans la configuration actuelle, est relativement asymétrique, c'est-à-dire ne nous coûte pas trop cher, et peut nous rapporter beaucoup si ça se passe mal. Voilà. Et donc, en fait, il y a bien entendu plein d'actifs qui rentrent dans cette configuration-là. Nous, on travaille le monde des actifs liquides. Donc, la première question, c'est est-ce que, par exemple, on va aller acheter de la couronne norvégienne ou la devise canadienne, etc. Donc, des devises de producteurs de pétrole. La réponse est non. Ça n'est pas asymétrique, c'est-à-dire que si le pétrole rebaisse, on repère tout de suite là. Donc ça. Ouais. Par contre, un segment qui, d'une certaine manière, pourrait a de l'intérêt, c'est peut-être, et ça peut paraître contre-intuitif avec la hausse du prix du pétrole, mais c'est la partie très longue des courbes obligataires d'État, puisque si le pétrole continue à monter, c'est un choc de croissance en réalité. Donc, toutes les courbes de taux montent. Les taux se tendent, mais la partie longue tend en relatif à baisser. Donc il y a une forme d'aplatissement de la courbe, puisque la partie longue, à long terme. Exactement, commence à anticiper un ralentissement. Oui. Donc nous, effectivement, ce qu'on est allé chercher, c'est cette partie très longue des courbes, en se disant... Mais elle est sensible, enfin il y a une sensibilité. Elle est très très sensible, puisqu'en fait, quand on fait du 30 ans, c'est une sensibilité 17, donc c'est très très fort comme sensibilité. La lecture étant... si effectivement on bascule dans un scénario plus grave, c'est la croissance économique qui est remise en question. Et là, notre moteur va être protégé par effectivement un actif qui peut rallier très fort la partie très longue des courbes obligataires. Alors on comprend bien dans ce scénario. En revanche, c'est scénario inverse comme votre couronne. Si le scénario n'arrive pas, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe si le pétrole baisse ? L'ensemble de la courbe redescend. Donc en fait, on peut gagner beaucoup. Mais vu le mouvement qui vient de s'opérer, on peut pas perdre beaucoup. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est important. On rappelle donc c'est la logique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'un peu malin et qui coûte pas trop cher, parce qu'on rappelle parce que l'idée, c'est une protection. À chaque fois qu'il y a protection, la couverture, ça coûte, évidemment. Il ne faut pas acheter le parapluie quand il se met à pleuvoir fort. Ça coûte extrêmement cher. On a vu l'indice de la peur, le fameux VIX, qui s'est tendu. Ça veut dire que le prix des options a monté énormément. Alors nous, on avait déjà des options en portefeuille sur les marchés européens et sur le Nasdaq aux États-Unis. Donc ça a bien entendu très rapidement payé. Ouais. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que si on rentre dans quelque chose de plus important, il faut se protéger davantage et du coup, il faut chercher des solutions connexes. Oui, les solutions de couverture, est-ce que vous les employez également, Alexandre Taïeb, chez Sycomore ? J'ai commencé, mais c'est bien, on trouve de bonnes idées. Oui, je vous disais, il vous a écouté très attentivement. Ouais. Alors en fait, non, ça peut pas vraiment s'apparenter à une couverture, mais je m'explique. J'ai commencé à jouer la hausse des taux de 10 ans américains. Le premier point, c'est qu'effectivement, on pense que c'est un conflit de courte durée, que ça ne remet pas en cause la croissance américaine, donc que les taux vont au moins rester hauts, voire se redresser. Ils sont tombés sous les 4 lundi ou mardi. Le deuxième point, c'est à l'inverse, si le conflit dure, c'est pour ça que je reprenais un peu le scénario d'asymétrie, s'il dure, les dépenses de défense et le budget américain et le déficit américain vont exploser.
je ne vois pas un monde où les taux US 10 ans restent en dessous de 4 avec un budget qui explose. Donc j'ai commencé cette position-là en protection. Et puis après, effectivement, ça a baissé. Ça n'a pas joué son rôle de protection complètement. Mais l'or, c'est plutôt bien tenu. Il y a eu de la volatilité. Ça a moins baissé que l'argent. Ça a moins baissé que d'autres métaux. Donc le gold, je trouve, même s'il n'a pas pleinement joué son rôle de valeur refuge, a fait office de bon résistant. Alors quand tout baisse, on a l'impression aussi que peut-être il y avait un sell-off global et peut-être certains qui vendaient aussi ce qui avait bien monté pour peut-être couvrir d'autres choses. À ce moment-là, on a vu que tous les actifs étaient touchés. Absolument. On a vu ça avec l'indice coréen qui a monté de manière exponentielle. C'est celui qui a le plus baissé derrière. Donc effectivement, il y a une prise de profit massive, en particulier des investissements qui sont aimés par le retail. Donc le Kospi est dedans, le Japon aussi un petit peu, l'or est dedans. Donc là aussi, effectivement, il y a eu des prises de profit. Il y avait dans un instant, il y avait une espèce de frénésie, en tout cas sur ce plateau, on a beaucoup parlé des émergents depuis le début de l'année. Il y avait une espèce de ruée vers les émergents, que ce soit sur les actions, sur les obligations. Est-ce que vous pensez que ça va provoquer un coup d'arrêt ? Je ne sais pas si vous étiez positionné également sur ces marchés émergents. En Asie, je rappelle qu'on a quand même une facette très investissement socialement responsable. Donc l'Amérique latine, très peu. Moyen. En Asie émergente, il y a effectivement la Corée. Moi, j'en avais un peu, mais sinon, la plupart du temps, on va jouer le Japon, qui n'est pas un émergent. Et la Chine, c'est vraiment partout, et en particulier sur la technologie. Et pour l'instant, on garde nos positions là-dessus. Dans des mouvements très binaires de cette nature, c'est un risk-off classique, une réappréciation du dollar, etc. C'est pas une configuration très favorable à l'investissement émergent. En général, ça emmène des désengagements. Donc voilà. Donc ça, encore une fois, c'est tout dans toutes nos discussions. Il n'y a qu'un sujet, c'est la durée. Donc vous enlevez cette épine dans les jours à venir. On effacera cette parenthèse et on reviendra sur la configuration actuelle. Mais bien évidemment, quand il y a un choc et que le dollar s'apprécie, c'est mauvais pour les émergents. C'est vrai que le billet vert, là, vraiment c'est la valeur refuge, d'ailleurs, par exemple. C'est celui qui a le mieux tenu, même, vous le disiez, même devant l'or. Gilles Bazissire, c'est vrai que, sur le 8000 valeurs, donc vous avez à peu près une grande partie de la cote mondiale. 95% de la capitalisation boursière mondiale, y compris émergente. Est-ce qu'on observe aussi peut-être des mouvements par pays ? On a parlé à l'instant de la Corée, c'est vrai qu'il avait flambé sur ces derniers mois, plus de 70%. Alors nous, la Corée, il y a 3 ans ou 4 ans, on avait un rating absolument excellentissime. Il y a 4 ans, on n'a rien fait pendant 3 ans alors, parce que c'est juste réveillé à partir de l'an dernier. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais par contre, là, on a un rating qui nous paraît plein. Sur la Corée. Là encore, c'est au global. Après, vous avez un nuage de points et des dispersions entre les situations des différentes valeurs sous-jacentes. Ce qu'on est en train d'étudier, on est en train d'écrire, donc on a écrit 2 notes récemment sur les banques, sur les sociétés pétrolières, mais également, on est en train d'écrire une note sur les valeurs de transition énergétique au sens large, c'est-à-dire de décarbonation. Donc, dans notre esprit, ça inclut le nucléaire au niveau mondial. Et on est en train de tamiser la centaine de valeurs qui sont sensibles à ces thèmes-là au niveau mondial pour identifier celles qui nous paraîtraient encore aujourd'hui, toutes choses étant égales par ailleurs, et avant éventuelle accélération à long terme, parce que c'est des sujets qui sont très long terme, bien sûr, pour changer des mix énergétiques, qui seraient d'ores et déjà intéressantes avec les prévisions d'aujourd'hui et avant les prévisions de demain. Car on peut anticiper, on devrait pouvoir anticiper le fait que dans certains pays, les politiques se durcissent, deviennent plus agressives, au sujet de l'internalisation, la domestication, c'est un très mauvais terme, des sujets de production d'énergie pour minimiser, il ne se passera jamais de pétrole ni de gaz, mais pour minimiser ce type de choc. Et je dirais que la France, par exemple, on a erré sur ce sujet pendant une quinzaine d'années, alors qu'on a un avantage compétitif exceptionnel par rapport à tous les autres pays européens, sans compter d'autres pays dans le monde. Mais on voit au niveau de la zone euro, il y a des situations très, très, très différentes. Et on voit clairement que le paquet va être mis
hein, sur tout ça. Et je dirais, c'est pas seulement les valeurs, c'est pas seulement les éoliennes ou les sociétés de batterie qui en profitent. Vous avez tous les électriciens. Il faut revoir toutes les grilles, il faut changer tous les câbles. Ça, c'est des choses qui sont à moyen terme. Ça, c'est une méga tendance on redécouvre l'énergie, quand on a énormément besoin. Et du coup, toute situation, toute variabilité sur les cours peut permettre de réapprécier et d'acheter un peu moins cher des valeurs dont le potentiel à moyen terme s'est plutôt renforcé. Oui, d'accord, très bien. Sophie Chevelet, il nous reste quelques minutes. Je voulais vous faire part de cette rotation sectorielle dont on parlait encore beaucoup. Est-ce que là aussi, il y a eu un coup d'arrêt, par exemple, un petit peu moins de tech, un petit peu moins d'US, et puis on revient finalement sur la vieille économie. Est-ce que ça remet le scénario en cause ou est-ce que le mouvement va se poursuivre? La question que vous posez, c'est cyclique versus défensif. On est sorti, on a eu... alors, déjà, c'est rigolo parce qu'en fait, bien entendu, le marché est pris à contre-pied sur plein de dimensions, mais le consensus de début d'année, c'était tout sauf les États-Unis. On est dans un choc où c'est les États-Unis qui résistent le mieux. C'était c'était asset heavy, donc l'économie traditionnelle, productiviste de biens, les matières premières, etc. Et surtout pas les softwares, mon Dieu, quelle horreur. L'intelligence artificielle va les disrupter. Et alors là, donc dans ce choc, tout ça est bien entendu bousculé, les softwares rebondissent, les États-Unis font mieux que tout le monde, etc. C'est vraiment... alors, je vais me répéter, la durée. La configuration telle qu'elle est aujourd'hui est une configuration plus favorable au cyclique qu'au défensif, avec une valorisation en adéquation avec cette lecture, puisque tout le monde est au courant, c'est une surprise pour personne. Donc c'est dans les prix et dans les esprits. À ce stade, si ça ne dure pas, ça ne remet pas en question cette configuration-là. C'est-à-dire que les résultats des entreprises cycliques sont bons et continuent à être révisés en hausse. Donc, le marché est assez binaire, il accompagne le mouvement. En revanche, si ça dure et que donc on questionne la croissance mondiale, on bascule vers les valeurs plus défensives qui, pour le coup, sont incroyablement attractives. Mais pour une raison quand même dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que si un grand nombre de défensives sont aujourd'hui attractives en termes de valorisation, c'est qu'elles ont perdu leur statut de valeur de croissance défensive, puisqu'elles ont perdu leur statut de valeur de croissance. Oui. Puisqu'il y a eu des chocs quand même majeurs dans un certain nombre de secteurs défensifs. Le post-Covid a été très très violent pour un certain nombre de secteurs qui avaient passé des hausses de prix très importantes et qui après ont vu un écroulement de leur volume. Donc il y a eu quand même, tout ça a une justification. Enfin, le marché, il fait très bien son travail. Je suis complètement d'accord avec vous. Le marché, il est discriminant, il fait très très bien son travail. Donc aujourd'hui, si on achète des défensives à très très court terme, c'est plus pour une logique de protection que pour une logique fondamentale. Donc ça va dépendre de la durée. Bon, très bien, c'est le mot du jour en tout cas. Alexandre Taïeb, sur cette rotation sectorielle, c'est vrai qu'il était bien engagé. Est-ce que c'est remis en question? Est-ce qu'il faut attendre un peu plus ou pour l'instant tout est gelé, on a l'impression, en attendant mieux? Je ne sais pas si on peut parler de rotation sectorielle, en fait. Ça dépend de quel secteur on parle, mais si on parle d'un retour de l'énergie, des matières premières, etc., notamment les métaux, ça sert aussi à la thématique de l'intelligence artificielle qui était prédominante depuis quelque temps, y compris la technologie de manière générale. Donc, ce sont des secteurs qui font partie de la chaîne de valeur, si vous voulez. On ne s'éloigne pas complètement. En revanche, oui, si on regarde l'industrie lourde, la consommation de base, si on voit un petit rebond dans la consommation de base, là, il y a effectivement un peu plus de rotation. Je pense que c'est un mouvement de relativement courte durée, ce n'est qu'une hypothèse, mais les tendances, pour moi, qui ont fait les mois précédents ne sont pas tellement remises en question. Donc je pense que la partie sur l'intelligence artificielle, ça va se poursuivre. De toute façon, c'est ce que vous disiez très, très justement. À partir du moment où les résultats sont bons, les perspectives sont revues en hausse, le marché accompagne. Je pense que ça continuera d'être ça pour beaucoup d'entreprises de ce secteur, donc que la thématique va se poursuivre.
Ouais, malgré certaines questions sur les hyperscalers, sur la porosité Oui. des investissements, sur les montants, sur le retour sur investissement, il y a aussi pas mal d'inquiétudes. Effectivement, Là-dessus. le temps du marché n'est pas le temps de l'économie réelle et donc le marché veut voir une monétisation matérielle très vite. Ça fait 3 ans qu'on parle d'intelligence artificielle, elle n'est pas encore vraiment là, donc il s'impatiente un petit peu. Ouais, est-ce que, allez, on finit là-dessus, une poignée de secondes, Gilles Bazissière, est-ce qu'il y a voilà, vraiment dans l'océan des valeurs que vous suivez, des valeurs qui vraiment se détachent, une ou deux ou trois, peut-être justement dans cette thématique? Alors, je vais en citer une, c'est Nordex, fabricant de turbines en Allemagne, Oui. qui est largement exportateur, bien sûr, mais quand même allemand. Et l'Allemagne tire 40% de son énergie primaire de sources d'énergie carbonée. Bon, ah ben voilà, on retient Nordex pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je ne connaissais pas. Vous connaissez? Oui. Bien sûr, ils connaissent tous nos gérants. Merci en tout cas à nos trois experts, Sophie Chevelier d'Orval AM, Alexandre Taïeb Sycomore AM et Gilles Bazissière Equity GPS. On continue dans un instant, on va s'intéresser à l'or et aux matières premières. Restez avec nous, à tout de suite. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on va s'intéresser aux matières premières avec un des papes des analystes, c'est Benjamin Louvet. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Fabrice. Directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest AM. Alors j'imagine, Benjamin, que vous devez être sursollicité depuis le début de la semaine avec tout ce qui se passe du côté du Moyen-Orient et notamment, on démarre avec bien sûr l'or noir, le pétrole qui a flambé. Où en est-on aujourd'hui? Je sais que vous êtes long sur l'or, vous nous le dites depuis des années, on va en manquer. Là, c'est pour un conflit, c'est ce blocage du détroit d'Ormuz qui déclenche en fait cette fièvre aujourd'hui sur le pétrole. Oui, Fabrice, et on peut parler du pétrole, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que on focalise beaucoup sur le pétrole qui a monté, mais finalement la hausse est relativement contenue puisque compte tenu de l'ampleur des frappes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, on aurait pu peut-être s'attendre à davantage, et en particulier du fait que le détroit d'Ormuz effectivement soit de facto bloqué aujourd'hui, on aurait pu s'attendre à une hausse bien plus forte que ça. Le pétrole, néanmoins, reste pour l'instant contenu parce que on est dans un contexte international où la production pétrolière est plutôt bonne, où on a des stockages qui sont assez remplis, et notamment des réserves stratégiques dans des grands pays comme les États-Unis, comme la Chine, qui sont assez importants. Et donc, dans l'hypothèse d'un conflit qui ne durerait pas trop longtemps ou d'une situation où on arriverait à rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz, eh bien, le marché, pour l'instant, reste prudent. C'est surtout aussi, je pense, Fabrice, le fait que Donald Trump et son gouvernement aient mentionné le fait qu'ils allaient mettre en place des mesures pour essayer de Oui. limiter l'impact sur le consommateur américain de ces hausses de prix, la hausse, finalement, est relativement contenue parce que le marché ne devrait pas être pris à revers si le gouvernement américain, par exemple, annonçait justement une libération d'une partie des stocks stratégiques pour bien approvisionner le marché. Mais ceci peut fonctionner sur une période assez courte. Et historiquement, ce qu'on remarque, c'est que à chaque fois que le gouvernement américain a utilisé les stocks stratégiques, dans un premier temps, ça a bel et bien fait baisser les prix du marché. Mais derrière, le message envoyé est relativement négatif. Et derrière, les prix ont eu plutôt tendance à remonter. Donc, il va falloir utiliser cette arme avec parcimonie. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'hier, Donald Trump a fait des déclarations allant dans le sens d'essayer de rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz, soit en mettant en place des assurances pour les bateaux. Mais pour l'instant, les marines internationales ne semblent pas être totalement convaincues par cette solution. Ou alors l'organisation, comme ça avait pu être le cas pendant les années 80 lors du conflit entre l'Iran et l'Irak, l'organisation de convois maritimes qui seraient escortés par des forces armées. L'enjeu est essentiel, Fabrice, puisque aujourd'hui, le détroit d'Ormuz, c'est à peu près 20% du pétrole mondial qui circule par ce détroit. Il y a des possibilités de contournement. L'Arabie saoudite en a évoqué une hier, notamment en évoquant la possibilité d'utiliser un pipeline qui part de Dhahran sur la côte est, donc côté Golfe Persique, et qui va jusqu'à la côte ouest de l'Arabie saoudite, et a proposé à certains de charger du pétrole sur la mer Rouge. Cette solution serait
partielle. Elle permettrait tout de même d'exporter à peu près 5 millions de barils par jour, mais elle serait aussi sujette à des risques, puisque un pipeline qui traverse le désert, eh bien, ça peut être frappé notamment par un drone. Et donc, Bien ce sûr. n'est pas une solution parfaite. La meilleure solution serait qu'on arrive à assurer la réouverture de ce détroit, sachant que si on n'arrive pas à le faire relativement rapidement, on va très vite rentrer dans une situation difficile parce que sur place, autour de ce golfe Persique, eh bien, les capacités à stocker du pétrole commencent à manquer. L'Irak a annoncé hier qu'elle est obligée de couper une part importante de sa production, à peu près 1,2 million de barils par jour, qu'elle est obligée d'arrêter cette production, et que si le blocage du détroit durait encore quelques jours, elle devrait couper 3 millions de barils par jour de production. Ouais. Couper une production est quelque chose qui prend un peu de temps, et la remettre en route prend du temps également. Il faudra ensuite arriver à rattraper tout le retard pris dans les chargements et dans le transport, et donc on pourrait avoir un impact sur le marché du pétrole qui pourrait durer. Donc sans solution rapide, eh bien on va se retrouver avec des prix du pétrole qui pourraient monter beaucoup plus. C'est tout l'enjeu aujourd'hui pour les États-Unis, en particulier dans une période qui précède de quelques mois les élections de mi-terme. Et on sait que, la population américaine n'est pas très favorable à ces frappes. À peu près 7 Américains sur 10 sont contre les frappes qui ont actuellement lieu sur l'Iran. Et surtout, on sait qu'un prix du pétrole élevé serait une énorme épine dans le pied de Donald Trump à l'approche de ces mi-termes. Donc, il doit trouver une solution rapide s'il veut pouvoir garder ses chances lors des prochaines élections. Ouais, toujours sur le même thème, Benjamin, on parle évidemment d'un chiffre rond, hein, les 100 dollars pour le baril, si la situation effectivement s'enquistait. Est-ce que à ce moment-là, on sait très bien qu'à partir du moment où le prix du baril flambe, on a peut-être des champs pétroliers ailleurs, notamment aux États-Unis, qui peuvent redevenir rentables, est-ce qu'on pourrait compenser, notamment du côté des États-Unis, du fracking, des schistes bitumineux ou d'autres types de production? Alors, c'est très compliqué, Fabrice. D'abord, vous le rappeliez, ce sont des entreprises privées. Donc, il faut que cette production de pétrole soit rentable. Le problème, c'est que même si un puits de pétrole de schiste se met en production relativement rapidement, il faut quand même 3 à 4 mois pour lancer cette production. Ensuite, le puits va donner beaucoup de pétrole pendant en grosso modo 18 mois avant de commencer à décliner. Donc, vous avez besoin d'avoir une visibilité sur les prix et sur le rendement que vous allez pouvoir en tirer sur le puits à un horizon assez long. Et vous ne pouvez pas lancer ce type d'investissement aujourd'hui en n'ayant pas de visibilité sur la durée de ce conflit. Parce que si le conflit dure encore quelques jours, voire quelques semaines, vous ne pourrez commencer à produire ce pétrole que dans 3 mois. Donc c'est relativement compliqué d'avoir une réaction rapide autrement que par les stocks stratégiques, que par les stocks flottants, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de stocks flottants, notamment de pétrole russe et de pétrole iranien, qui pourraient être utiles. Et donc les Russes aujourd'hui voient ce qui est en train de se passer comme quelque chose de positif pour eux d'un point de vue revenu financier, parce que si on est obligé à un moment de se passer du pétrole qui provient du détroit d'Ormuz, Oui. eh bien, on aura du mal à se passer également du pétrole russe, qui représente quand même 10 millions de barils par jour à peu près de production. Se passer du pétrole du détroit d'Ormuz plus le pétrole russe, ça veut dire qu'on se passe de 30% de l'offre mondiale. Et là, les stocks stratégiques ne suffiraient pas à stabiliser et à calmer le marché. Benjamin, je vous propose de changer complètement de classe d'actifs, quoique aussi une valeur refuge, la valeur refuge par excellence, l'or, hein, l'or qui eh bien, peut-être aurait dû flamber selon certains, mais qui a hier un peu décroché. Alors peut-être certains ont liquidé leur stock d'or après cette grande montée pour faire face à des appels de marge. En tout cas, voilà, est-ce qu'il continue à faire office de valeur refuge? Quels sont les scénarios sur le métal jaune? Alors la première chose, Fabrice, vous le mentionniez, c'est que ce qu'on observe, les investisseurs n'y font pas toujours attention, mais c'est qu'à chaque fois que vous avez une crise, et que cette crise va toucher de façon assez sensible les cœurs de portefeuille, et notamment les marchés actions, ce qui a été le cas hier aux États-Unis et surtout ce qui est le cas depuis 2 jours en Asie, eh bien, vous avez besoin de faire face à des appels de marge et donc vous liquidez ce qui est liquide. Et donc dans les premiers jours de crise, généralement, on observe plutôt une correction des prix de l'or et des matières premières en général. C'est ce qu'on a observé le premier jour de la crise. Ça s'est un petit peu arrangé aujourd'hui. Ces ventes peuvent durer 2, 3, 4 jours en fonction de l'amplitude de la correction sur les autres marchés. Donc, ce n'est pas complètement euh, inhabituel de voir le prix de l'or corriger comme ça dans les premiers temps d'une crise. La deuxième chose, c'est que cette crise, elle a aussi vocation, et elle a été perçue en tout cas comme telle par les investisseurs,
a provoqué un regain d'inflation. Et donc, il y a eu une révision des anticipations de baisse des taux de la part des différents investisseurs. Et on le sait, comme l'or est un actif qui n'a pas de rendement, eh bien, si les taux d'intérêt ont tendance à mieux se tenir, eh bien, c'est désavantageux pour l'or qui présente un coût d'opportunité plus important. Donc, ces facteurs se combinant ont sans doute entraîné la correction qu'on a pu connaître sur l'or depuis maintenant 2 jours. Maintenant, si on regarde sur le long terme, rien n'a changé. Pourquoi l'or monte? L'or monte parce qu'aujourd'hui, il y a des craintes autour de l'endettement mondial et notamment de l'endettement des grosses économies, au premier rang desquelles les États-Unis. Sur ce plan-là, même la situation s'est aggravée puisque Donald Trump a vu la Cour suprême invalider les barrières douanières qu'il avait mis en place et qui constituaient une partie de ses revenus. Et hier, une Cour a rejeté le report des remboursements de ces barrières douanières. Donc, ça veut dire que on va avoir un déficit aux États-Unis qui va sans doute être plus important que prévu, ce qui veut dire que ça va encore aggraver la dette. Et donc, ça pose une vraie question. Première chose. Et puis, au-delà de cette problématique d'endettement, on a une problématique de réallocation qui est en cours. C'est-à-dire qu'avec des actifs cœur de portefeuille, actions et obligations qui sont de plus en plus corrélés ces dernières années, eh bien, il y a la vocation d'aller chercher des actifs de diversification. Et l'or en fait clairement partie, en particulier dans une situation où, en plus de ça, dans les suites de 2022 et de l'attaque par la Russie de l'Ukraine, et de la décision par les pays occidentaux de confisquer des avoirs russes à l'étranger, eh bien, il y a une perte de confiance dans le dollar comme valeur refuge. Alors, on ne l'observe pas actuellement, mais je ne pense pas que ce soit le statut de valeur refuge qui fasse que le dollar remonte depuis le début de cette crise, mais plutôt le rapatriement d'actifs de la part des acteurs américains aux États-Unis. Donc, il n'y a pas vraiment d'achat de dollars comme valeur refuge, mais il y a de l'achat de dollars parce qu'il y a un certain nombre d'investissements qui avaient été faits à l'étranger, qui sont débouclés et qui sont réenvoyés vers les États-Unis, ce qui nécessite de l'achat de dollars. Oui. Donc, on a une situation de fond sur l'or qui n'a pas changé et qui donc justifie que les cours de l'or, une fois que tout ça se sera un peu stabilisé, puissent repartir à la hausse. Ça veut dire que repartir à la hausse, le scénario, alors c'est vrai qu'on reste sur cette progression de près de 60% en 2025. Les banques centrales sont à la main, vous l'avez dit, pour tout un tas de raisons. Est-ce qu'on a un nouvel objectif? On a frôlé les 5500 $, en fin janvier. Est-ce qu'il y en a un nouvel objectif sur l'once d'or, Benjamin? Plusieurs personnes, plusieurs banques donnent des objectifs à 6 000 ou au-dessus de 6 000 $. Nous, on a arrêté de donner des objectifs en avril de l'année dernière, on l'a expliqué, parce que justement, nous sommes dans un marché de flux. C'est-à-dire que ce sont ces réallocations qui entraînent la hausse du cours de l'or. Donc les fondamentaux ne suffisent pas à expliquer totalement la hausse de l'or actuelle, c'est une logique de flux. Une logique de flux, elle est basée sur un flux d'informations également, sur des nouvelles macroéconomiques, et toute nouvelle économie qui peut venir invalider cette stratégie de transformation et de réallocation peut entraîner des corrections assez sévères. On l'a connu le 30 janvier, par exemple. Donc, on a clairement une trajectoire pour nous à la hausse sur l'or, clairement avec plus de volatilité du fait de cette logique de flux, mais donner un objectif en dur est relativement difficile aujourd'hui. Très bien, en tout cas, on a compris épiphénomène, mais la trajectoire de l'or reste entière et plutôt orientée à la hausse. Merci Benjamin Louvet. Je rappelle que vous êtes directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest Asset Management. À très bientôt sur notre antenne. Cette édition de Smart Bourse se termine. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous voir, nous revoir, nous réécouter sur toutes les bonnes plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner à l'excellent Smart Trade effectué chaque jour par Pauline. Et puis quant à nous, on se retrouve dès demain à 17h en direct pour un nouveau numéro de Smart Bourse. Excellente soirée à tous.